Bonjour chers amis, bienvenue à la troisième journée de notre deuxième école d'été en sémiotique à l'Université Galatasaray. Nous sommes particulièrement heureux d'être avec vous ce matin et nous espérons que notre troisième journée aussi sera aussi fructueuse que les autres passées déjà. Bon, alors, vous connaissez très bien monsieur le professeur Denis Bertrand. Il a déjà fait sa première séance, la première journée de notre école. Et ce matin, il va faire une seconde séance où il va parler d'un thème très important de la sémiotique, ce qui est la figurativité. Alors, je vous laisse la parole, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci Sundus. Bonjour. Vous voyez le sous-titre du structuralisme sémiotique à l'épreuve du sensible, ce que nous éprouvons en ce moment même avec cette chaleur qui commence à être exceptionnelle. Et donc c'est ce parcours que j'aimerais tenter de vous présenter, la manière dont le concept de figurativité permet de passer de sa définition sémiotique textuelle première à une définition sémio-phénoménologique du côté de l'éprouvé, de l'épreuve du sensible dans tous les sens du mot épreuve, à la fois l'épreuve au sens sensoriel, l'éprouvé, le senti, et en même temps l'épreuve au sens sémio-narratif de la difficulté rencontrée, franchie, c'est-à-dire l'épreuve du héros. Donc on va revenir là-dessus. Mais auparavant, je voudrais, si vous voulez bien, vous faire deux annonces. Là, parce que comme vous le savez, on est tous très actifs en cette période d'examen, de congrès, de colloques, de séminaires, de soutenances, et d'autres activités. Donc la semaine prochaine aura lieu à Paris un colloque qui au départ ambitionnait d'être relativement modeste, un colloque de sémiotique à l'université Paris-Cité. Paris-Cité, c'est au centre de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, l'université où travaillent Valérie Brunetière, Juan Alonso Aldama, Veronica Estay. C'est le trio de choc de la sémiotique à Paris-Cité. Et avec eux, nous avons créé le GPS, groupe doctoral, GPS, pour se repérer dans le monde du sens, qui veut dire Grand Paris sémiotique. Et c'est avec ce GPS associé avec l'université Paris-Cité et associé avec l'université du Middlesex, où exerce l'ancien président de l'AIS, Paul Cobley, que nous avons co-organisé ce colloque sur l'échelle. Oui, le H est au milieu là. L'échelle avec comme sous-titre mesure, démesure, incommensurabilité. Et ce sujet, qui nous semble très important à penser sémiotiquement, s'inscrit d'ailleurs dans une certaine tradition. Il y a eu, il y a très longtemps, je vous souvenez, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, un colloque organisé à Limoges par Jacques Fontanille sur la quantité et ses modulations qualitatives. C'était beaucoup plus linguistique, sémantique, etc. Mais l'échelle, c'est le problème de la mesure à travers laquelle le sens nous parvient, ou à travers la démesure. Et évidemment, l'actualité climatique rencontre ce problème de l'échelle. Enfin, c'est un problème d'une grande transversalité. Et notre projet a rencontré
un très grand, je dirais, une sorte de grand succès auprès des sémioticiens, puisque nous avons reçu une soixantaine à peu près de propositions de communication. Si ça vous intéresse, je vous donnerai ce programme qui est sous cette forme numérique. Vous voyez alors l'idée, c'est d'organiser, comme il y aura beaucoup de monde et qu'on a 2 jours et demi seulement, c'est d'organiser tout en sessions parallèles. Mais à chaque demi-journée, les sessions parallèles se retrouvent, à la fin, en session plénière, pour que les participants de chacune des demi-journées connaissent ce qui s'est passé dans l'autre demi-groupe. Donc le premier jour, le premier après-midi, c'est valence et valeur de la mesure. C'est l'aspect plutôt épistémologique. Vous voyez, il y a 2 groupes, et à la fin, il y a une plénière. On a demandé à chaque fois à une doctorante ou un doctorant d'être le rapporteur ou la rapporteuse dans la plénière de ce qui s'est passé dans le groupe. Et au président de séance de co-animer ce débat de plénière. Le deuxième jour, c'est violence, justice et proportionnalité. Bon, c'est tout un ensemble de propositions sur la dimension juridique de la mesure, comme quand on dit prendre des mesures disciplinaires, par exemple. Et quel est le seuil de la violence? On parle, par exemple, vous savez, vous le savez comme nous, on a beaucoup échangé dans les médias sur la proportionnalité de la riposte, la proportionnalité de la punition pour la police, pour Israël par rapport au meurtre terroriste du 7 octobre, etc. Le troisième, c'est mesure et excès socio-sémiotique. La dimension plutôt socio-sémiotique, là où par exemple Gianfranco Marrone va nous parler de l'excès du repas, la grande bouffe, à partir du film de Marco Ferreri, la grande bouffe. Quand on peut manger tellement qu'on arrive à la mort. Et le troisième jour, c'est sémiotechnique de la mesure. Mais il y a une après-midi qui a disparu de mon plan, là. Je ne sais plus ce qui se passe. Oui, c'est de l'autre côté du programme. La dernière demi-journée sur les synthèses. Donc c'est un grand projet qui, je crois, pourra être tout à fait intéressant. Ça, c'est la première annonce que je voulais vous faire avant de commencer. Ah ben si, c'est là, pardon, excusez-moi. Oui, le sémiotechnique de la mesure et incommensurabilité esthésique et esthétique, sur le thème de l'incommensurabilité, avec tout un ensemble de propositions, là encore, et la fin de ce colloque. Donc oui, c'est un sujet, je crois, qui peut tout à fait nous mobiliser, et moi je pense que notre groupe de Paris-Cité, avec Juan, Véronica, Valérie Brunetière, et les doctorants, il y a à peu près 15 à 20 doctorants en sémiotique là-bas, parce que je ne sais pas si c'est pareil chez vous, en Turquie, mais dans cette université, les professeurs n'ont le droit d'encadrer qu'un maximum de 5 doctorants, pas plus. C'est pareil chez vous? En même temps. En même temps, oui. Oui, c'est logique. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Turquie. Ah oui, donc certains... avant non plus, j'avais un de mes collègues qui avait 100 doctorants. Ça, c'est inimaginable. Oui, c'est incroyable. Bon, voilà le sujet. La deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est la parution très prochaine dans la revue de sémiotique internationale, Semiotica, d'un dossier que nous avons coordonné avec Juan Alonso Aldama et moi-même sur mystique et politique. C'était quand? Ce qui va paraître là avant la fin du mois dans Semiotica, mystique et politique, qui est le fruit d'un colloque qu'on a organisé à Paris l'an dernier
en hommage aux sémioticiens du discours religieux que certains d'entre vous ont bien connu, qui s'appelle Louis Pagné, qui venait souvent à Istanbul, car il avait pas mal de doctorants turcs à Lyon. Vous avez été doctorante de Louis Pagné? Eh bien, oui, ce colloque mystique et politique, on l'a organisé en hommage à Louis Pagné l'an dernier. Ces actes, au fond, sous une forme de livre, au fond, vont être publiés dans Semiotica ce mois-ci. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le sommaire, de ce projet. Voilà, maintenant on peut passer à la sémiotique, au projet sémiotique d'aujourd'hui. Je regarde un peu l'heure, c'est ça. Donc on a eu 1 heure, on va jusqu'à 11h30 à peu près. Avant la pause. Tu me diras. Après la pause. Tu me diras quand ça fatiguera trop. Ouais. Voilà ma proposition, si vous voulez, se déroulera en 3 temps. Tout d'abord une introduction, un résumé d'ensemble du projet de réflexion que je vous propose, à partir du résumé qui vous a été remis, un peu développé. Ensuite, dans un premier point, genèse et transformation du figuratif, une sorte d'analyse sémiotique des définitions sémiotiques de la figurativité au fil des années. Et cette histoire de la définition de la figurativité me paraît très significative, et je dirais même assez exceptionnelle par sa manière dont elle a accompagné l'histoire de l'évolution de la discipline elle-même. Dans un deuxième temps, que j'ai intitulé La mouvance du figuratif, le figural, trop, tensivité, instance. Et là, je parlerai assez brièvement d'études de cas. En fait, j'ai 3. Si on a le temps, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, de mettre en relation trois études des problèmes de déformation du figuratif, d'altération du figuratif, à travers un conte fantastique de Maupassant, à travers une écriture figurative de la violence extrême chez Robert Antelme, et à travers une petite nouvelle que j'ai là de Jack London, qui s'intitule « Faire un feu ». On est un petit peu dans le littéraire, mais... Et dans un troisième temps, j'ai intitulé « Nouveaux enjeux de la figurativité face au changement climatique ». Donc, commençons. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est pas... je commente un peu la chose, là. La problématique de la figurativité a été particulièrement féconde en sémiotique à la fin du XXe siècle. Depuis les très nombreux travaux de recherche en esthétique, en art plastique et en littérature, jusqu'au petit livre ultime de Greimas, de l'imperfection, en 1987, dont je me souviens de la dédicace qu'il m'avait faite sous la forme de cette expression « Voici les voies figuratives du sens ». Les voies figuratives du sens. La figurativité, aujourd'hui, au XXIe siècle, semble marginalisée dans les travaux des sémioticiens et marginalisée au sein des avancées sémiotiques contemporaines. Je veux dire, le mot n'est pratiquement plus employé. Pourtant, le figuratif est un concept doué d'une remarquable faculté d'adaptation. C'est l'un des plus évolutifs de la théorie, comme l'atteste, et on va le voir, le long chemin parcouru depuis ses premières définitions structurales en termes de densité sémique
jusqu'aux définitions phénoménologiques actuelles, reliant la figurativité à la sensorialité, aux instances énonçantes et aux modalités d'expression du sensible. La dimension figurative du discours est, si on l'observe de près, d'une très grande richesse, puisqu'elle nous oriente simultanément vers le sémantisme à la fois concret et abstrait du langage en acte. Elle nous oriente d'un côté vers la représentation du monde et de l'autre vers le concept. Chaque concept, ne l'oublions pas, suivant la théorie localiste, étant d'origine figurative. Même le mot concept, cum ceptum, prendre avec. Elle nous oriente vers le monde où nous vivons par la perception, et donc vers l'instance corporelle, chair et subjectivité, qui les unit. On peut donc considérer, me semble-t-il, que la figurativité est un concept fluent, comme ces concepts fluents dont parlait Merleau-Ponty. Et même, je dirais, pour moi, la figurativité est un concept confluent. C'est un concept joncteur, par excellence, comme une sorte de garde-triage au centre de l'activité signifiante. Voie de passage, instrument de transition, vecteur de distribution entre les différentes sources de production de la signification. Depuis la perception visuelle, tactile, synesthésique, jusqu'au discours articulé, depuis les compositions lexicales jusqu'aux créations artistiques et littéraires. La figurativité est mobilisée pour l'efficacité persuasive. Dans la rhétorique classique, c'est l'exemplum, qui est défini depuis Aristote comme preuve. Preuve par l'histoire qu'on raconte, preuve par le sensible. Comme pour le plaisir mimétique, le poétique, c'est le figuratif poétique, elle franchit les frontières des langages, visuels bien sûr, verbal, mais aussi tactile, gestuel, auditif, olfactif. Elle s'inscrit sans solution de continuité entre parole et perception jusqu'au pouvoir de refiguration. J'emprunte le mot à Paul Ricoeur, cette refiguration de la perception par le discours. Lorsque nous voyons le monde selon, vous savez, je pense à l'expérience, on a tous vécu, surtout quand on était assez nouveau au cinéma, la sensation, lorsqu'on vient de voir un film qui nous a beaucoup frappé par ses images, par son mode de figurativité, et qu'on sort de la salle de cinéma et qu'on retrouve le monde, et que le monde, on le voit selon le film. Comme si la figurativité filmique avait refaçonné notre propre perception. C'est vraiment ce que Paul Ricoeur appelle la refiguration de l'expérience sensible par la médiation du signe. Puis je dirais que tout cela a été façonné au fil des siècles par la praxis langagière des communautés culturelles et linguistiques, et je pense évidemment à toute cette dimension de la sémiotique contemporaine, Francesco Marciani, Gianfranco Marone, etc., autour de l'ethnosémiotique, qui est une sémiotique du sensible. Donc, la figurativité est au cœur du faire-sens. Voici mon petit couplet en hommage à la figurativité. Ces considérations justifient le désir de réactiver aujourd'hui la recherche dans ce domaine, car sous son apparente simplicité,
peut-être même, selon certains, sa relative trivialité, la figurativité pose de redoutables problèmes aux théoriciens. Elle s'inscrit dans la longue histoire de la mimésis et de la représentation. Elle se confronte au problème de l'image, Nedret en parlait hier, et de l'iconicité. Elle est liée à la rhétorique des figures. Elle prend en charge l'émotion et suscite les passions. L'iconoclastie, par exemple. Dans le livre sur mystique et politique, on a un très beau texte, très intéressant d'un collègue marocain, Bernoussi, que vous connaissez peut-être, sur l'histoire et les enjeux politiques de l'iconoclastie musulmane, de l'interdit de l'image. Elle déroule des nappes de signification entre le figuratif et ce qu'on appelle le figural, le figuratif de surface et le figural profond. Si on reconnaît qu'un tournant phénoménologique a marqué l'histoire récente de la sémiotique, porte ouverte par le volume de Greimas dont je parlais tout à l'heure de la perfection, mais qui était déjà depuis longtemps une porte entrebâillée, et s'il concerne chacun des courants par lesquels la sémiotique a évolué depuis 1992, disons depuis la mort de Greimas, il est quand même essentiel de constater que ce tournant phénoménologique fait entrer le sensible de plein droit à l'intérieur de l'investigation sémiotique. Ce qui était quand même un interdit auparavant. Donc il y a... Et l'entrée du sensible dans l'investigation sémiotique, ben c'est par le figuratif que ça passe. On a vu lors de la précédente séance comment ce virage phénoménologique a été négocié par chacun des courants post-greimassiens et on a vu si des synthèses étaient possibles. Et on pourrait se demander comment se configure aujourd'hui le concept de figurativité au contact de la sémiose perceptive développée par Jean-François Bordron, au contact de la tensivité développée notamment par Claude Zilberberg, au contact des instances innocentes développées par Jean-Claude Coquet. Et Jean-Claude Coquet, à ma connaissance, ne parle pas de figurativité. Je le lui ai toujours reproché. Au contact aussi des trois saisies, vous savez, de Génie-Nasca. Jacques Génie-Nasca, il est un peu méconnu, à mon avis injustement, avec ses trois saisies molaires, sémantiques et impressives qu'il a développées et qui est explicitement une sémiotique figurative chez lui, par contre, explicitement. Plus probablement, bien sûr, bien d'autres courants et d'autres tendances. Je veux dire que ma proposition d'un renouveau de la recherche sur la figurativité comporte donc un volet théorique, spéculatif, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais elle contient aussi un volet analytique et opérationnel. On ne doit pas oublier que la figurativité a d'abord été développée dans le domaine de la sémiotique textuelle, de l'analyse des textes. Et d'ailleurs, la sémiotique de Génie-Nasca se revendique comme une sémiotique textuelle, l'analyse du discours effectif. Et que le champ où elle s'est développée concerne en premier lieu des analyses d'œuvres qui sont autant de mises à l'épreuve. C'est ainsi que les grands domaines des axiologies sociales, l'esthétique, l'éthique, le politique, peuvent, à travers des études de cas, prendre place parmi les nouvelles études de la figurativité. Mais il y a un point particulier que j'annonce tout de suite parce que je voudrais essayer de le développer en fin de ces séances, si vous voulez, qui est qu'un accent particulier doit être mis sur le renouveau de la figurativité dans les discours sociaux, sociopolitiques, socio-économiques, scientifiques et transdisciplinaires aujourd'hui en relation avec l'anxiété planétaire. Car le réchauffement climatique concerne
les axiologies figuratives élémentaires transformées par l'anthropocène, à savoir l'eau, l'air, le feu, la terre, et pose à leur égard une seule et unique question, celle de leur déformation extrémale, celle de leur sortie de la mesure et du mesurable. Les repères d'identification traditionnelle sont perturbés, jusqu'au poétique qui leur était associé. Je prends un exemple. Voici un ruisseau de Bavière. J'ai vu ça récemment dans un reportage, un documentaire. Un ruisseau charmant de Bavière, dont les eaux bondissantes ruissellent sur les cailloux. Ça me faisait penser à ce fameux poème qu'on a tous appris en France, en tout cas à l'école, au lycée. C'est un trou de verdure où chante une rivière, balançant follement aux herbes des haillons d'argent. Le fameux dormeur du Val que tous les lycéens présentent au baccalauréat, à l'épreuve de français du baccalauréat. Or, voici qu'en à peine quelques heures, ce ruisseau, emblème de la poétique romantique, devient un torrent furieux, déferlant comme une vague scélérate, charriant des troncs d'arbres et des rochers dans la boue, déchaussant les ponts, arrachant les arbres, emportant les maisons. Ce phénomène s'est produit en Allemagne, en Espagne, en France, au cours des 2 dernières années. En toute saison, en été, au printemps, en hiver. Du point de vue de la perception et des représentations figuratives, cela doit être comparable à l'expérience du séisme dont tu nous parlais hier, cher Sundus. L'ordre du sens est ébranlé par le désordre des sens. Et cela concerne tous les éléments, les méga-feux en Californie ou au Canada, les ouragans qui dépassent la force 5, et tous les autres événements de l'univers sensible, c'est-à-dire objet de la figurativité ou mise en scène. Les opérations de repérage indispensables pour identifier le sensible sont sorties de leur cadre. Le figuratif n'est plus contenu dans ce qui battait sa mesure. Ce sera là le dernier point de mon exposé, une problématique ouverte, mais qui me semble d'une grande actualité et qui interpelle notre discipline, puisque se trouvent aujourd'hui redéfinies les relations entre humains et non-humains, entre culture et nature. Et puisque les objets jugés auparavant dans notre représentation culturelle comme des objets inertes, des objets de la nature, voyez, le non-vivant, sont devenus des agentivités, sont devenus des puissances d'agir. Je pense évidemment aux travaux de Philippe Descola ou de Bruno Latour. Alors, quel rôle jouent dans cet ensemble de processus les transformations figuratives élémentaires? Oui. Ne devons-nous pas repenser la théorie de la figurativité à cette aune-là? Voilà le projet d'ensemble. Si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est un projet que j'ai eu la chance de pouvoir commencer à développer dans un séminaire qui m'a été proposé par l'université de Puebla entre le mois de janvier et le mois d'avril dernier, où l'équipe de Tópicos del Seminario, l'équipe de Raúl Dora, qui est décédé, mais les successeurs, notamment Maria Luisa Solis et Luisa Ruiz Moreno, etc., m'ont proposé d'engager une réflexion sur le figuratif. Sans aller dans cette direction-là, forcément, mais c'est ce que je leur ai proposé comme direction. Et on a fait à raison d'une séance par mois, en visio, et puis une journée sur place, un travail collectif sur cette question, qui va déboucher sur une proposition de publication dans la revue Tópicos del Seminario, la grande revue mexicaine de sémiotique, qui, à ma connaissance, est une des principales revues latino-américaines dans notre discipline, sur ce thème.
Et la stratégie de Topicos, del Seminario, c'est de lancer des thèmes au public des sémioticiens, et participe qui veut. C'est-à-dire que le thème, vous allez sur le site de la revue Topicos del Seminario, vous verrez le texte d'orientation, qui est un petit peu ce que je viens de vous présenter, dans ces grandes lignes. Et si vous êtes intéressé, je m'adresse aussi bien aux doctorants, aux jeunes chercheurs qu'aux seniors, peuvent proposer un texte à la date limite du 29 octobre 2025, qui sera ensuite soumis à de l'évaluation au double aveugle et qui sera accepté, amendé, publié, etc. Voilà. Je vous invite, puisque je m'occupe de ce projet, je vous invite à y participer si vous le souhaitez, évidemment. Aussi bien pour évoquer des problèmes théoriques relatifs au concept de figurativité, les relations entre figurativité et hypothèse localiste, par exemple, ou les relations entre figurativité et iconicité, ou toutes ces choses-là, les relations entre rhétorique et sémiotique autour du figuratif, puisque la rhétorique est entre autres une théorie des figures, des tropes, hein, les problèmes de la nouvelle figurativité dans le contexte du réchauffement climatique, la sociosémiotique de la figurativité, l'art, etc., l'esthétique, toutes ces questions. Voilà mon introduction, si vous voulez bien. Donc l'idée maîtresse, au fond, c'est que la figurativité en sémiotique, je dirais, c'est un concept confluent, c'est-à-dire qui rassemble et qui croise. C'est un peu cette idée-là. Alors, genèse et transformation du figuratif, une définition évolutive. Essayons, si vous le voulez bien, de retracer à grandes enjambées l'évolution définitionnelle du concept, depuis la sémantique structurale jusqu'à la sémiotique phénoménologique contemporaine. C'est un travail évidemment sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps, parce que je me suis intéressé à cette question, une sorte de dada, on a tous des dadas, comme on a des textes fétiches, vous savez, il y a des textes sur lesquels on revient toujours. Je me souviens Umberto Eco, par exemple, c'était comment s'appelait le texte sur lequel il revenait toujours? Un drame bien parisien, d'Alphonse Allais. Alphonse Allais, oui. Eh bien, on en a, moi j'en ai aussi, tout le monde en a, je suppose. Isabella, tu en as. Ces objets, si vous voulez, qui sont comme des ritournelles intérieures. Mais je crois que l'évolution définitionnelle du concept de figurativité mérite aujourd'hui d'être repris et d'être approfondi. Ce qui est frappant à lire la suite des définitions de ce concept, qui a une place dans le dictionnaire de sémiotique de Gremas Cortés, c'est que elle accompagne, mais comme si elle l'anticipait presque, les évolutions théoriques de la discipline elle-même. En tout cas, elle en est un marqueur. À suivre les transformations de la définition de la figurativité, on suit les transformations évolutives de la sémiotique. On peut donc considérer que c'est un concept accueillant, c'est un concept hospitalier, hein, qui est très ouvert, très expansif, hein, avec ses différentes acceptions. Par exemple, acception différente de la figuralité. Si on lit Jacques Gélinas-Cas, si on lit Zilberberg, si on lit, en partie moi-même d'ailleurs, le figural reçoit des définitions différentes en relation avec la figurativité. On a aussi le lien entre figuratif et figuration à travers ce concept admirablement développé par Paolo Fabri, le concept de simulacre. Le simulacre étant une des formes du mode de présence figurative, rusé et éventuellement trompeur. On a évidemment ce qui est au centre du travail de recherche de Jean-François Bordron, le lien entre figurativité et iconicité. Souvent je vais demander à Jean-François, mais
il ne parle jamais de figurativité, puisque lui, il parle indice, icône, symbole, reprenant les 3 termes persiens en leur donnant une définition différente. Ah, mais pas figurativité. Je lui dis, où tu la mets? Oui. Et puis, je dirais, le passage de la figurativité à la figurativisation, lorsque l'énonciation prend part l'avènement du sensible dans la figure. Instance énonçante, instance figurative. Au fond, plus le passage, on va y revenir, par la défigurativisation, qui soit, on va le voir dans les 2 sens, soit du côté de l'abstraction. On pourrait dire que l'abstraction, le discours abstrait, c'est un univers défigurativisé. Il y a de très belles pages de Nietzsche sur cette question. Nos concepts sont des métaphores dont on a oublié qu'elles le sont. Hein, ou, autre parcours, je vais revenir aussi, la défigurativisation par l'époquet, par la suspension phénoménologique. Prenons donc les choses un peu méthodiquement. Première définition. La première définition de la figurativité répond strictement au principe d'immanence, en s'adossant au concept de base de la théorie sémiotique, à savoir la sémiose comme rencontre entre un plan de l'expression, et un plan du contenu, la structure sémantique par différence, les isotopies du discours. Or, cette première définition, me semble-t-il, peut être appréhendée, est un peu bifide. C'est ce que j'appelle une définition externe et une définition interne. La définition externe, c'est celle qu'on peut lire dans le dictionnaire de sémiotique, le dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Elle repose sur le contact entre la sémiose des langues naturelles et la sémiose du monde naturel. Vous vous souvenez que la sémiotique du monde naturel a pris la place du concept de référent. Le vieux concept linguistique de référent a perdu, n'a plus lieu d'être dès que l'on considère que le monde extérieur au langage fonctionne comme une sémiotique. Avec nos sens, nous percevons le monde extérieur sur les 2 plans de l'expression et du contenu. Nous interprétons ce que nous percevons. Nous donnons du sens à un bruit. Nous entendons un bruit de moteur et nous disons, tiens, c'est un hélicoptère. Ou nous disons, tiens, c'est un camion. Vous voyez, nous interprétons nos propres sensations, comme dit Merleau-Ponty, comme un logos à l'état naissant. C'est du langage. Et la sémiotique du monde naturel s'est fondée là-dessus. Et ce qui donne cette définition, le qualificatif figuratif, est seulement employé à propos d'un contenu donné d'une langue naturelle, par exemple, mais aussi bien d'un langage visuel, plastique, par exemple, quand celui-ci a un correspondant au niveau de l'expression de la sémiotique naturelle ou du monde naturel. En ce sens, dans le cadre du parcours génératif, la sémantique discursive inclut, avec la composante thématique ou abstraite, une composante figurative. Comme on le voit, l'élément joncteur, ici, c'est le mot correspondant. Elle a son correspondant. Je dis fauteuil et je vois un objet. Il y a un correspondant entre la sémiotique de la langue et la sémiotique du monde naturel. Mais et le mot correspondant, si on lit le Petit Robert, le dictionnaire, ça se définit comme ce qui a avec quelque chose un rapport de conformité, de symétrie, ou même d'homologie. Mais on est donc dans une approche très formelle de la figurativité.
le correspondant. D'où la peinture figurative et sa transformation en peinture non figurative, etc. Mais la définition interne illustre encore plus clairement le fonctionnement structural. C'est la théorie de la densité sémique. Là, je remonte à sémantique structurale. Vous vous souvenez sans doute des premières leçons de sémiotique, hein, les sémèmes de tête par Greimas, vous voyez. Et cette analyse permet d'identifier quantitativement la densité sémique d'un sémème, c'est-à-dire d'une signification manifestée d'un mot, selon ses possibilités de combinaison avec un plus ou moins grand nombre de contextes. Plus la compatibilité est restreinte, plus la densité sémique du terme sera élevée, plus le terme sera voué à une signification exclusive, découpant une tranche de monde propre à lui, non partageable, non métaphorisable, et plus alors il sera figuratif. C'est le cas du vocabulaire technique, qui est d'ailleurs exploité à cette fin dans le roman réaliste ou naturaliste. Vous voyez, quand Zola veut faire un roman sur la mine, eh bien, il va d'abord commencer à étudier le vocabulaire de la mine. Et il va, par exemple, employer le mot « herscheur ». Un herscheur, c'est celui qui est dans la mine avec son piolet qui tape le charbon. Et ça ne signifie que cela. Ça ne peut être employé que dans ce contexte. Certes, on peut... Comment ? Jules Verne aussi. Pas. Jules Verne. Oui, Jules Verne, bien sûr. Bien sûr, c'est tout ce travail sur le vocabulaire technique, c'est-à-dire sur, on pourrait dire, l'hyperfigurativité de termes qui ne sont compatibles qu'avec un seul contexte. Inexportable. Très forte densité sémique. À l'inverse, évidemment, la métaphorisation d'un terme, c'est une fracture en fait, qui est opérée à l'intérieur de la densité sémique et qui permet de l'ouvrir. Quand par exemple Claude Zilberberg, dans le séminaire de Greimas, se plaignait souvent d'être le soutier de la sémiotique. Le soutier. Vous savez ce que c'est qu'un soutier ? Un soutier, c'est quelqu'un qui travaille dans une soute. Une soute, c'est la cave, c'est le sous-sol, c'est ceux qui travaillent, par exemple, dans les vieux cargos à charbon, qui prennent le charbon, qui le mettent dans la chaudière. Vous voyez, le soutier, c'est celui qui travaille le travail invisible. Alors lui, il sortait le mot soutier de sa définition figurative élémentaire, il en faisait une métaphore. Il n'avait jamais été soutier de sa vie, d'ailleurs, véritablement. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant, cette sorte de... Moi j'aimais beaucoup cette réflexion sur la densité sémique que je trouve qu'on devrait reprendre. Parce que, à l'inverse, plus la compatibilité des termes sera étendue, plus les champs contextuels d'application seront multiples, plus les contextes d'investissement seront variés, et moins la densité sémique sera élevée. Dès lors, plus le terme tendra à l'abstraction. Pensons par exemple au mot beauté. Ça s'applique partout. Les propriétés abstraites, les propriétés transversales sont des termes abstraits parce qu'ils sont compatibles avec une multiplicité de contextes. Donc l'élargissement par affaiblissement de densité sémique consiste à retirer du lexème un certain nombre de ces sèmes inhérents. Par exemple, si je parle de l'ossature de mon exposé, personne dans l'auditoire ne va s'attendre à ce que je vienne à parler de la chair, des muscles, des tissus, des tendons, etc. L'ossature va être retenue uniquement
dans une sorte de schématisme figural, et non pas dans son épaisseur figurative potentielle. Voilà la première définition. On est en sémantique sur la deuxième définition, l'irruption du sensible. Une dizaine d'années plus tard, en 1991, Joseph Curtés reprend cette même définition, mais il y ajoute de manière marginale quelques éléments issus de la psychologie de la perception. Je le cite. « Nous qualifions de figuratif tout signifié, tout contenu d'une langue naturelle, et plus largement de tout système de représentation, visuelle par exemple, qui a un correspondant au plan du signifiant ou de l'expression du monde naturel, de la réalité perceptible. Sera donc considéré comme figuratif, dans un univers du discours donné, verbal ou non verbal, tout ce qui peut être directement rapporté à l'un des 5 sens traditionnels, bref, tout ce qui relève de la perception du monde extérieur. Cette définition, j'ai mis en rouge les quelques éléments qui montrent bien qu'on sort de l'immanentisme structural strict pour ouvrir sur le lien entre figurativité et perception. Cette définition indique, me semble-t-il, ce qui hante depuis longtemps la sémiotique immanentiste dans son formalisme relationnel, c'est son rapport avec l'acte. C'est son rapport avec la signification en acte, produite par un sujet en situation, avec la prise en compte des processus effectifs de l'avènement signifiant. Troisième définition, opération sensorielle. Déjà en 1984, un texte souvent cité, notamment en sémiotique visuelle, par les sémioticiens, un texte de Greimas, intitulé, vous le voyez, Sémiotique figurative et sémiotique plastique, focalisait les opérations qui font advenir la figurativité. Et je dirais même que dans ce texte, assez compliqué, vous allez le voir, il narrativisait ces opérations comme une sorte de mini-récit qui porte en l'occurrence exclusivement sur l'univers visuel, mais l'expérience pourrait être étendue, puisqu'elle décrit cette petite histoire qu'il nous raconte ici, elle décrit l'acte de sémiosis, c'est-à-dire le passage de la vision naturelle, informée par une grille culturelle de lecture du monde, qui passage à la reconnaissance des formes figuratives sur une image ou sur un tableau. La citation est un petit peu longue, mais on va la lire. Là, c'est du Greimas pur jus, si vous voulez. C'est avec des textes comme ça que Greimas est considéré comme un auteur difficile. La grille de lecture de nature sémantique sollicite le signifiant planaire et prenant en charge des paquets de traits visuels de densité variable qu'elle constitue en formant figuratif les dots de signifiés, transformant ainsi les figures visuelles en signes objets. Point. L'examen plus attentif de l'acte de sémiosis montrerait bien que l'opération principale qui le constitue est la sélection d'un certain nombre de traits visuels et leur globalisation, la saisie simultanée qui transforme le paquet de traits hétérogènes en un formant, c'est-à-dire en une unité du signifiant reconnaissable lorsqu'elle est encadrée dans la grille du signifié, comme la représentation partielle d'un objet du monde naturel. Alors, c'est de la dentelle. Ça mérite d'être regardé de près, on n'a pas vraiment le temps, mais si je procédais à une rapide analyse de ce passage, elle montrerait le réseau actentiel et la quasi-figurativisation anthropomorphe
des actants sujets lancés dans des opérations productrices de signes-objets, à partir de formants figuratifs, lesquels résultent de la composition et de l'intégration de traits hétérogènes. Le lecteur, qui lit attentivement ce petit texte, assiste au spectacle de leur avènement. Il entre, dirait-on, dans un micro-récit de quête. Écoutez bien les prédicats. Voici qu'une grille de lecture, la grille de lecture étant la métonymie du sujet héros. C'est ce dont je suis porteur. Moi, je regarde le monde, je regarde une image avec ma grille de lecture. C'est ma grille de lecture qui va commander l'interprétation que je vais donner. Voici qu'une grille de lecture, métonymie du sujet héros, se met à solliciter un signifiant. Et que ce signifiant, elle le prend en charge. Et même, elle le dote de signifier. Comme un père dote sa fille pour son mariage. Bref, on est dans une logique anthropomorphe de l'action, et celle-ci, par le moyen de modélisation successive peu à peu prend forme. Il s'agit bien de l'acte de sémiosis, et la narrativité figuratrice est à l'œuvre, découpant et dépliant ce micro-événement que nous pratiquons à chaque instant, si j'ose dire. Elle le déplie, et je pense à ce que Sundus nous a expliqué et montré avant-hier. Au fond, on est dans le nouveau roman. On est à l'âge du nouveau roman. On est un peu comme dans une scène de Claude Simon, par le dépli des microscopiques tranches de réalité, si vous voulez, qui sont vues à la loupe, ou voire au microscope. Voilà, je n'entre pas plus avant, mais on pourra en reparler après, si vous le voulez, et pour arriver à une quatrième définition que je qualifie par la praxis énonciative. Au fond, c'est une définition que j'ai proposée, mais sans le savoir, qui focalise la grille culturelle, en quelque sorte. Hein. Moi-même, en 1993, c'était dans un texte d'hommage au spécialiste de Zola, qu'est Henri Mitterrand. Aucun lien avec François Mitterrand. Il n'y a qu'un seul R, pas deux R. Henri Mitterrand. Je proposais une définition évidemment beaucoup plus simple, peut-être simpliste, qui mettait cette fois en avant la dimension phénoménologique, mais en même temps socioculturelle de la perception, c'est-à-dire en la soumettant à la praxis énonciative. Ce que j'appelle la praxis énonciative, c'est-à-dire la masse parlante, dont nous sommes momentanément les porteurs. C'est dire que l'acte d'énonciation, qui fait advenir le figuratif, est lui-même inséré dans les sédimentations contraignantes de l'usage dont est faite la culture. Je cite, « La figurativité se définit comme tout contenu d'un système de représentation verbale, visuelle, auditif ou autre, qui se trouve corrélé à une figure signifiante du monde perçu lors de sa prise en charge par le discours. Les formes d'adéquation, labiles et culturellement façonnées par l'usage, entre ces deux sémiotiques, celle du monde naturel et celle des manifestations discursives des langages naturels, font l'objet de la sémiotique figurative. » C'est-à-dire ce qui nous éloigne définitivement d'un mimétisme naïf, si vous voulez, que le langage reproduit la réalité. Mais qu'on entre dans le refaçonnement culturel ou teinté par la culture de cette réalité. Cinquième définition que j'ai appelée la déhiscence du figuratif. Et là, j'aime bien ce mot déhiscence. Il n'est pas très connu. Comment le définit le petit Robert? La déhiscence, je cite, se dit des organes clos, comme des fruits, par exemple, qui s'ouvrent d'eux-mêmes pour livrer passage à leur contenu. C'est un fruit trop mûr, comme une figue qui se livre, c'est la déhiscence. Le figuratif est par nature déhissant. C'est un objet clos, dont l'enveloppe se déchire et qui s'ouvre en tous sens, libérant des contenus variés
est pour tout dire hétéroclite. Symbole, allégorie, personnification, concept, récit, émotion. La 5e définition que je propose, bien connue des sémioticiens, est extraite de l'imperfection de Greimas et, je crois, la parfaite illustration de cette déhiscence. Elle marque une véritable avancée conceptuelle. Greimas écrit, ce texte très connu, « La figurativité n'est pas une simple ornementation des choses, elle est cet écran du paraître, dont la vertu consiste à entr'ouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à cause de son imperfection, comme une possibilité d'outre-sens. Les humeurs du sujet retrouvent alors l'immanence du sensible. » Les humeurs du sujet, c'est... Ah oui, là on retrouve beaucoup de choses. La dimension, rappelez-vous, la dimension initiale de correspondance entre langue naturelle et monde naturel, et même la représentation de celui-ci dans celle-là, sont passées au second plan. La sémiose, comme jonction entre plan de l'expression et plan du contenu, elle-même est d'une certaine façon passée au second plan. Ce qui... ça ne veut pas dire que les premières définitions soient reniées, mais elles sont plutôt enrichies, elles sont même, je dirais, affinées, au profit de l'ouverture des figures du monde, l'ouverture des figures du monde dans les langages, qui, loin d'épuiser leur objet, laissent au contraire la place à d'autres espaces signifiants sous le contrôle des instances énonciatives. Et c'est par exemple l'ouverture d'une expression, d'un mot, en symbole. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Quel espace est ainsi ouvert à travers les figurations, la figurativité, celui des dispositions passionnelles du sujet, celui de ses horizons axiologiques, celui de ses questionnements inépuisables, car la figurativisation n'accède jamais à l'objet même, elle ne touche pas le quoi de la chose, elle ne touche pas son essence, elle reste figuration dans tous les cas, et elle se donne pour ce qu'elle est, un écran du paraître. Un écran du paraître présupposant qu'il y a quelque chose derrière l'écran. Donc toutes ces définitions sont, je conclus sur cette première partie, si vous voulez, sont assez techniques. Je veux dire que chacune d'elles mobilise un savoir sémiotique préalable qui conditionne leur compréhension. Il est facile de voir qu'on peut regrouper les 3 premières que je vous ai rappelées, assez proches l'une de l'autre, comme représentant ce qu'on pourrait appeler des définitions structurales de la figurativité. Mais on remarque qu'elles intègrent progressivement les données de la perception. Elles racontent à partir de l'expérience sensible l'événement de la sémiosis. Et surtout, à partir des données perceptives, la figurativité interroge le rapport entre l'univers sensoriel et sa traduction imparfaite dans les discours. C'est ce que Greimas appelle l'outre-sens. Et je retiendrai cette expression de Greimas, figurativité et outre-sens. Les voies de l'outre-sens du figuratif sont multiples, et ça nous amène au problème, c'est quoi l'outre-sens? Encore 5 minutes? Je voudrais juste faire 2 ou 3 petites remarques encore. Si vous voulez, je crois, par exemple, que dans cette affaire-là, si on prend la définition de la sémiose classique jemslevienne, comme la relation réciproquement fondatrice entre un plan de l'expression et un plan du contenu. Cette définition est tout à fait formelle, mais elle exclut l'instance énonçante. Elle fait comme si c'était quelque chose qui tombait du ciel.
Et pour ma part, je considérerais, si vous voulez, qu'un concept permet de gérer cette sémiose. Fondamentalement, c'est le concept de perspective. C'est que toute relation signifiante, toute sémiose est soumise à une condition de perspective. Et les conditions de perspective renvoient jusqu'à notre Umwelt, jusqu'à la manière que l'on a dans notre espèce d'être au monde. Notre Umwelt n'étant pas l'Umwelt de la chauve-souris, de l'éléphant ou de la tique. Chaque être vivant a son propre Umwelt. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est des expériences qu'on devrait toujours faire et peut-être faire aux enfants. J'avais même essayé, moi, dans un livre pédagogique pour des élèves de 6e, avec Françoise Ploquin, il y a très très longtemps. On avait fait un livre ensemble, et c'était, je me souviens, c'était raconter les humeurs de l'escargot. Donc mettez-vous dans la peau d'un escargot en reptation. Et essayez de vous imaginer comment l'escargot perçoit le monde. Son tempo, l'adhérence, l'adhésion, la colle, la lenteur, le regard qui tourne. Oui, et je crois que ce sont des expériences que, comme aujourd'hui, c'est tout à fait le monde de Descola ou de la Tour. C'est-à-dire faire la rencontre des vivants et des non-vivants. C'est une chose. Donc ça, je crois que la condition de perspective, si vous voulez, qui part de cet appareil sensoriel dont la nature nous a dotés, qui nous fait percevoir le monde d'une certaine manière et qui occulte des quantités de dimensions du sensible en même temps, bien sûr. On n'a pas l'olfaction d'un chat, on n'a pas la vision d'un aigle, on n'a pas... Eh bien, tout ça, je crois que c'est... moi, je pense qu'il y aura un projet qui serait formidable, puisque maintenant, avec l'intelligence artificielle, on pourrait faire des visios, si vous voulez, du monde perçu par les autres animaux que nous, et avoir des petits... un appareil, aujourd'hui, je me fais vache, demain, je me ferai chauve-souris, demain... Et où on pourrait fabriquer une vision réelle du monde tel que les autres participants de la nature du monde le font. Je crois que ce serait très très intéressant. Et je suis persuadé que ça va bientôt advenir et que ça fera partie de l'éducation. Mais pour l'instant, avant de faire la pause, si vous voulez, je voudrais juste insister sur cette notion d'outre-sens, qui est une expression de Gréma, surprenante pour quelqu'un qui a intitulé son livre principal « Du sens », puis son deuxième livre, Du sens 2. Voilà qui se m'a parlé d'outre-sens. C'est quand même un événement intéressant. Et je dirais que l'outre-sens, c'est ce qui nous conduit en deçà et au-delà du sens. En deçà et au-delà du sens perçu. En deçà et au-delà du sens figuratif. En deçà, c'est ce qui remonte du figuratif vers ses formants premiers dans la perception, ce qui nous conduit aux sources de la sémiose perceptive, vers ce que la phénoménologie nomme l'époquet. La fameuse suspension phénoménologique, c'est-à-dire la mise entre parenthèses des savoirs, des croires qui enveloppent les objets de nos perceptions et d'une certaine manière installe notre sentiment d'appartenance. Nous entrons dans une salle, nous voyons des objets autour des murs que nous identifions immédiatement comme chaises, et ce qu'on va voir, ce n'est pas des chaises, c'est des pour s'asseoir. On voit des fonctionnalités. Et il faut une sorte d'effort pour rentrer dans la chose même. Vous voyez, il y a un très joli texte de Jean Genet sur l'atelier de Giacometti, où il raconte la manière dont Giacometti percevait une serviette suspendue au dossier d'une chaise, et où il percevait toutes les fibres de la serviette attirées par le sol, la pesanteur des fibres de la serviette qui déterminaient les plis que la serviette allait prendre. Vous voyez, il rentrait, c'était un exercice de suspension phénoménologique. Moi, je crois que les peintres
ce sont des professionnels de la suspension phénoménologique, si vous voulez. Hein, c'est ce que Cézanne raconte tout le temps, évidemment. C'est une touche, une tache, une ombre. Avant de voir des choses, on perçoit l'époquet. C'est ce que Paul Valéry, dans un texte que je vous conseille, qui est formidable, ça s'appelle Danser, peindre, Degas. Petit livre de Paul Valéry, chapitre sur un membre de sa famille, le peintre Degas, qui avait comme particularité de peindre des danseuses. Et pour peindre des danseuses, très souvent, il adoptait une perspective aérienne. C'est-à-dire, il les peignait de haut. Et on voit les danseuses. Or, Valéry explique que ça lui faisait une contrainte terrible, c'est de peindre des sols, peindre des planchers. Épreuve terrible pour un peintre. Parce que le sol, c'est l'informe. C'est ce qui n'a pas de forme définie, excepté le fait qu'on est dessus, le sol, et qu'on marche dessus. Mais ça n'a pas une forme définie comme un siège, comme un visage, comme une fleur, comme un paysage. Et Paul Valéry fait toute une réflexion très intéressante sur ces objets auxquels on n'assigne pas immédiatement une fonctionnalité, une connaissance, un usage, une pratique, une appropriation, qui sont indéfinis, qui sont de la pure matière. Et il dit, le peintre doit faire l'exercice par l'informe, passer par l'informe, c'est-à-dire au fond, il ne parlait pas de phénoménologie, mais c'est exactement ça. Il doit pratiquer la suspension phénoménologique, hein, qui est pour moi le moment figural de la figurativité. Enfin, c'est là donc ça, c'est la remontée, au fond, la remontée du figuratif vers l'outre-sens en amont. Mais en aval, l'outre-sens, c'est la déhiscence du figuratif. C'est-à-dire le déchirement de l'enveloppe, hein, qui arrive au figuratif. Une figure sémantique qui est close sur elle-même, comme une désignation, s'ouvre sur un autre horizon de sens. Un autre horizon de sens qui devient, par cet épanchement, l'allégorie. Vous pensez au roman, le roman de la rose, au XIIIe siècle, où un bouton de rose devient l'allégorie de l'amour. Et où tout l'allégorisme médiéval qui fait attribuer aux objets figuratifs un outre sens passionnel, mystique, qui les fait entrer dans le plan de Dieu, c'est de l'allégorisme. Et c'est évidemment une des voies d'épanchement du figuratif. Le symbolisme est une autre voie. Le surréalisme est une autre voie d'épanchement du figuratif. Le fantastique, le merveilleux, c'est tous ces registres du figuratif qui sont comme des ouvertures et qui nous passionnent. Puisque pourquoi est-ce qu'on adore voir un film les enfants adorent le merveilleux, oui, quelles sont les frontières franchies par le figuratif qui s'épanche à ce moment-là, hein. Ce sont les registres de discours, au fond, qui manifestent cet épanchement du figuratif, comme le tragique ou le comique, par exemple. Hein. Les registres qui se figent en genre, la tragédie, la comédie, ou en mouvement esthétique, le symbolisme, le surréalisme. Vous voyez, donc c'est une espèce de cette vision un peu de déhiscence du figuratif en amont et en aval, qui a fait l'objet d'ailleurs de travaux, de méthodes d'analyse. Et je terminerai là-dessus avant de faire la pause. Je pense en sémiotique au développement de Jacques Géninasca, que j'évoquais tout à l'heure, avec ses 3 saisies du sens. Vous savez, Jacques Géninasca, il appelle ça la saisie molaire, la saisie sémantique et la saisie impressive.
Ben, c'est très intéressant. Alors chacun a son jargon, évidemment c'est embêtant parce que c'est le problème de la sémiotique. Comme chacun a son jargon, on est perdu au bout d'un moment. Comment s'y retrouver dans les uns et les autres. Mais ce que disait un de ses disciples l'autre jour, j'avais noté une phrase, il disait Geninaska traite la figurativité dans une perspective énonciative. Dans la perspective énonciative d'une pluralité de stratégies de cohérence, une pluralité de saisie du sens, une pluralité de rationalité. Et la saisie molaire, c'est la rationalité élémentaire, si vous voulez, qui saisit justement le rapport du nom avec la chose. Le référentiel brut. La saisie sémantique, c'est celle qui, entre les choses représentées, un peu comme tu le présentais hier, c'est saisir les relations entre les éléments représentés, qui pour lui, définirait une rationalité dite mythique, qui est cette saisie sémantique. Où on recherche les articulations sensibles, les homologations, les hiérarchies, les rapports formels, sur le plan de l'expression et sur le plan du contenu. Et puis, une troisième rationalité qui dépassant en quelque sorte ce stade figural, où le figuratif s'estompe et qui se fonde sur les relations entre les catégories perceptives et les états thymiques du sujet, c'est-à-dire les humeurs, ce que Greimas appelle les humeurs du sensible. Hein, au fond, les états thymiques du sujet, c'est ce qu'il appelle la saisie impressive. La saisie impressive qu'on peut, à mon avis, rapprocher de la suspension phénoménologique dont je parlais tout à l'heure, lorsque tout ce qui thématise et actualise le figuratif est mis entre parenthèses. Et on est un peu on peut penser à Cézanne, sur le travail du peintre, qui ne regarde pas la montagne Sainte-Victoire, mais il regarde des valeurs chromatiques, des ombres et des lumières, qui, en fonction de son état euphorique ou dysphorique. Voilà les différentes... Voilà, et je proposerai après, dans la deuxième partie de notre exposé, de passer sur trois études de cas, très rapidement, la mouvance du figuratif à travers des textes, et enfin terminer par le changement climatique et la nouvelle figurativité appelée par le changement climatique. Voilà. Merci.